Je vais être très bref parce qu'on va écouter Michel Lagier tout de suite. Je ne vais pas du tout résumer, et Françoise Vergès peut intervenir aussi, je ne vais pas du tout résumer tout ce qui s'est dit hier, encore moins en tirer moi-même les articles. Là, il y a tout un travail très sérieux qui se fait derrière nous. Je voulais juste peut-être prendre quelques mots qui s'étaient dit. Je ne vais pas vous dire qui les a dit, parce que pour moi, peu importe finalement. Il y a des choses qui ont été lancées. La notion, par exemple, de marée destituante, on fait une constitution migrante et un certain nombre d'images, un certain nombre de thèmes qu'on a vus hier, de se dire ce qui est en train de se passer, c'est une marée destituante. Il s'agit aussi de destituer des régimes de pouvoir qui sont en place, en particulier chez nous, ici. Ce sont ces régimes de pouvoir qui produisent des effets plus ou moins lointains, calamiteux, d'exploitation, de guerre, etc., dans lesquels nous avons une responsabilité directe. Et avant de se demander peut-être comment constituer un nouveau droit pour les migrants, comment pouvons-nous utiliser le droit qui sont pour le coup des droits enforçables, des droits réels ici, pour lutter contre ce qui, à partir d'ici, cause des inégalités mondiales, cause des oppressions, cause des guerres absolument inutiles qui ont été imposées peut-être depuis ici. Donc là, c'était une première réflexion qui met en cause le geste même d'écrire une constitution migrante. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de destitution peut-être à faire avant? D'autres questions autour de cette constitution migrante, qui je crois est à l'horizon pour nous tous, mais qui est un horizon problématique. Sous quelle forme l'écrire? Est-ce qu'on l'écrit forcément sous forme d'articles de loi? Mais alors, d'où viennent ces articles de loi? Qui sommes-nous pour faire des lois? Est-ce que nous avons les compétences? Est-ce que nous avons l'autorité? Visiblement pas l'autorité, les compétences en partie, pas moins que d'autres en tout cas. Nous avons une petite autorité peut-être en tant justement qu'il y a déjà des droits qui existent ici, nous pouvons nous en emparer pour récuser des choses qui se font, mais peut-être que la question pourrait la renverser. C'est pas est-ce que nous sommes des sujets capables de dénoncer ou de promulguer une constitution, mais est-ce que ce processus de constituante, est-ce que ce que nous faisons ici, vous, nous, en partageant de la parole, ça n'aide pas à constituer des sujets qui seront mieux à même d'utiliser les lois telles qu'elles existent et peut-être de faire avancer ces lois vers d'autres choses. Donc plutôt que de se demander tellement est-ce que nous sommes des sujets habilités, on peut dire oui, on peut dire non, en quoi ce que nous faisons nous habilite un petit peu mieux comme sujet pour faire avancer ces questions et faire reculer un petit peu l'horreur qu'il y a derrière. Alors toute une série de choses qui se sont dites et qui se sont senties hier, je crois surtout au niveau des affects, il me semble, elles ont été directement liées à cette horreur présente, à cette horreur contemporaine, à cette horreur voisine, qui est que des gens sont dans le froid, que des gens sont bloqués, que des gens ne peuvent pas aller là où ils ont besoin d'aller et se trouvent prisonniers à l'île de Lesbos, se trouvent prisonniers ici ou là dans des conditions inhumaines et insupportables, et que nous parlons de ça. Donc, qui sommes-nous de nouveau pour parler de ça? Comment est-ce qu'on peut parler de ça ici, entre nous? Qui parle de ceci ici, entre nous? Comment pouvons-nous écouter, nous faire d'abord les écouteurs, ensuite peut-être les porte-paroles ou les médiateurs de ces souffrances lointaines? Forcément, ce genre d'urgence et ce genre d'extrémité dans la souffrance et peut-être aussi de culpabilité que nous pouvons ressentir fait émerger des affects qui sont des affects qui nous mettent mal à l'aise, qui sont des affects avec lesquels nous n'avons pas vraiment les moyens toujours de les transformer en choses positives. Et pour moi, cet espace marqué par des barrières, par des choses qu'on essaye justement de remettre en question, il me semble que ça extériorise des barrières, des inhibitions, des difficultés que nous avons, soit entre nous, ici, comme ça, soit peut-être entre nous en tant que chacun de nous est une multiplicité, entre les différentes parties de nous-mêmes, justement, de ces sujets qui ont à se constituer et à s'homogénéiser un petit peu, à s'unifier un petit peu dans une vue qui soit moins contradictoire par rapport au clivage intérieur que nous pouvons avoir. Et donc, ces barrières, à la fois, elles nous dérangent, c'est pas facile de se parler à travers des barrières, des fois ça brouille un petit peu, c'est pas beau en soi. En même temps, il me semble que ça manifeste quelque chose, ça nous rappelle à l'existence soit de barrières lointaines qui sont en train de faire mourir les gens parce qu'ils ne peuvent pas les passer et qui sont dans le froid, et que ça nous dit peut-être qu'on pourrait les enlever. Une des propositions hier, c'était arrachons toutes les barrières, on enlève tout. On aurait pu faire ça.
en même temps, il y aurait eu quelque chose d'un petit peu hypocrite ou faux cul, parce que ce n'est pas parce qu'on enlève les barrières d'ici qu'on va résoudre ni les contradictions, ni les oppositions, ni les conflits qui sont peut-être ici en France, ici à Beaubourg, ici en Europe et ici sur la planète Terre. Alors, la lutte contre les injustices, le sentiment d'état d'urgence, l'idée que ce qu'on va pouvoir faire, ce n'est pas forcément de trouver des solutions, mais c'est déjà de penser à des traductions, déjà le travail de traduction comme quelque chose qui n'invente pas de l'absolument nouveau, mais qui fait passer. Traduction, tradition, c'est un petit peu lié. Traduction, c'est aussi une invention de formulation nouvelle, et que ce travail de traduction, c'est peut-être celui qui est plus humble que d'énoncer une constitution nouvelle, et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait avoir un rôle à jouer. Alors hier, il y a une image, je trouve, très, très, très frappante qui a été sollicitée parmi beaucoup d'autres, qui est l'image de le Costa Concordia, ce bateau de croisière plein de gens plus ou moins riches, de gens qui pouvaient être voilà, des classes moyennes ou supérieures françaises, qui se trouvent sur un bateau de luxe, qui se trouvent faire naufrage dans la même mer où plein de personnes, 13 000 personnes depuis 3 ans, sont mortes sur d'autres types d'embarcations, mais sur la même mer. Et donc ça posait toute la question des barrières, je dirais peut-être horizontales, ou des barrières qui séparent par des inégalités de statut les personnes qui partagent un même espace. Et la Méditerranée comme espace unique sur lequel naviguent et des paquebots de luxe et des vaisseaux militaires et des pêcheurs de pêche industrielle et des frêles embarcations avec des gens qui meurent de soif, se dire que penser une constitution migrante, c'est peut-être penser d'autres formes de souveraineté, non pas des souverainetés verticales, de ce côté-ci, vous êtes dans ce pays, de ce côté-là, vous êtes dans notre pays, mais des souverainetés d'inégalité, des inégalités structurelles qui font que sur un même espace, la ville de Paris, on a des gens qui dorment dehors et puis des gens qui sont en limousine. Et donc c'était ce type de questions qui circulait hier. Je vais absolument m'arrêter tout de suite parce qu'il y avait vraiment trop de choses qui étaient belles. Et donc je vais peut-être passer la parole à Françoise Vergès d'abord, qui veut faire une reprise, et ensuite à Michel Agier. D'accord. Très rapidement, Françoise Vergès, ni philosophe ni poète, faisant partie de cette discipline décriée des sciences politiques postcoloniales. Alors, il y a 2 choses là sur ce que vous avez redit sur la question de l'urgence d'agir et de prendre le temps, qui est revenu beaucoup hier et qui reviendra. Je me dis que de toute façon, il y a urgence de penser. Donc, de toute façon, la question de l'urgence ne serait pas que dans l'action. C'est comme si l'urgence, ce n'est que agir et non pas la question de penser, parce qu'il nous faut penser. Les choses, à chaque minute, changent aujourd'hui et chaque jour et nous poussent quand même à réfléchir beaucoup plus rapidement. Et effectivement, il faut toujours prendre le temps. On ne peut pas être tout simplement dans la réaction quand on pense, mais malgré tout, il y a une urgence à penser parce que de l'autre côté, ça va 10 fois plus vite qu'on aurait imaginé. La contestation, moi je trouve ça tout à fait normal. Et la troisième chose, je trouve que malgré tout, quand on dit que c'est pas situé, c'est très situé ce dont on parle. On parle quand même de la France beaucoup, on parle de la Méditerranée. Donc c'est quand même très contextualisé, très situé. Mais moi, ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas du tout. Mais au moins que ça soit reconnu. On peut pas. Et donc c'est une constitution migrante à partir d'un lieu, malgré tout. Et que ce lieu, il n'y a pas de raison d'en avoir honte ou de le cacher ou de le masquer. On parle quand même à partir de là. Donc on peut pas. On a été 2 à redire qu'il y avait des eaux françaises dans lesquelles les gens mouraient aujourd'hui à Mayotte. Ça n'a aucune importance dans notre discussion. Ça n'a pas du tout été retenu. Peu importe, c'est pas grave, mais au moins on reconnaît, on le reconnaît. Une chose aussi, je trouve dont il faudrait quand même parler aujourd'hui, c'est que toutes les migrations ont toujours été racisées, toutes, au XIXe siècle, aujourd'hui, etc. Elles sont toujours racisées. Elles sont toujours non seulement migrantes, mais migrantes et quelque chose d'autre. Donc, il y a ça. La deuxième chose aussi, quand on dit migrants, j'avais quand même signalé hier que les migrants, non seulement effectivement ils sont différents, mais ils se regroupent eux-mêmes en communautés d'origine pour s'entraider, parce qu'ils parlent la même langue, parce qu'ils connaissent les mêmes choses, parce qu'ils connaissent le passeur qui va plutôt s'occuper de cette communauté plutôt que d'une autre. Et puis il y a les femmes à l'intérieur, et il y a des divisions internes à l'intérieur du monde des migrants. Donc un peu rentrer, puisqu'on a proposé de rentrer dans les singularités des itinéraires,
mettre ça aussi à jour pour ne pas être dans un... même dans le « e », il n'y a pas de « e » non plus, que ce soit dans le « nous » ou dans le « e ». Donc de réintroduire surtout la question, on voit bien, si on suit les nouvelles aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui dans les aéroports, c'est quand même très, 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 très clair ce qui se passe, c'est les musulmans. Le musulman est la personne indésirable, profondément. Et elle l'est aussi en Europe. Donc comment on intègre ça dans nos articles autour de racisation, ethnicisation, de la migration, et qui fait que le migrant n'est pas simplement évidemment quelqu'un qui est, comme vous le disiez, dormant dehors sous la pluie, mais transformé en menace et en ennemi intérieur. Et que sur quoi, justement, alors après, qu'est-ce que ça fabrique justement de formes de politique, et donc qu'est-ce que ça serait une hospitalité qui tiendrait compte du fait qu'on reçoit un ennemi, enfin quelqu'un fabriqué comme ennemi. Bien, bonjour. Comme je viens d'entendre qu'il faut tenir les 10 minutes, je suis inquiet parce que j'ai écrit quelque chose, parce qu'il me semblait que l'importance de la proposition nécessitait de préparer quelque chose, en tout cas d'avoir une formulation écrite, et j'espère que je ne me suis pas trop trompé dans le timing de ce que j'ai écrit. Donc, sous contrôle, on y va. Et on décompte juste quelques secondes pour Voilà. dire que c'est Michel Agier qui va parler, et que Michel Agier travaille depuis de nombreuses années sur la question de nommer, comprendre ce qui se passe dans les camps, ce qui se passe dans les migrations, et qu'on est très heureux et honoré de vous avoir ici. Merci. Nous sommes à Calais. Donc je démarre pour ne pas perdre mon timing. Nous sommes à Calais en 2016, avant la destruction du camp en octobre. Nous sommes très loin de la disparition programmée en avril 2015 par l'évacuation et le transfert des migrants depuis la ville de Calais vers la zone dite de la Lande, à 7 km du centre-ville. Le lieu s'est transformé et a fini par bien porter son nom de bidonville plutôt que de camp. Il était en train de devenir un brouillon de ville, comme la plupart des camps installés dans le monde dans la durée, transformé et de plus en plus approprié, habité par les migrants eux-mêmes, et en partie par les nombreux visiteurs du lieu, les aidants, les militants associatifs, les militants politiques, les journalistes, les photographes, les vidéastes, les artistes, les étudiants et les chercheurs. Cette zone était devenue parfaitement publique, et même certains jours, c'était the place to be. Avec ce camp bidonville qui arrive, les migrants s'inventaient eux-mêmes la ville hospitalière en France que le gouvernement leur refusait. C'est contre cela que l'État a finalement réagi, contre ce camp qui sortait de l'ombre. Malgré la destruction et le redoublement de violence qu'elle a signifié, le camp bidonville jungle de Calais reste une expérience indélébile pour tous les participants. À Calais, une relation s'est établie entre, d'une part, des migrants venus de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan, d'Érythrée ou du Soudan, en fait près d'une vingtaine de pays, et d'autre part, des Européens de tous âges, affiliés à des associations d'obédience chrétienne ou de gauche ou d'extrême gauche, ou bien aidants, indépendants, venus là pour quelques jours grâce à des prises de contact par Internet. Une autre dizaine de nationalités européennes, d'autres langues, etc. Les termes de l'échange qui s'est institué à ce moment-là sur ce lieu sont la conversation, la traduction, l'apprentissage, la construction. Ce sont les mots qu'on associe en général à la formation d'un monde commun, au sens de la philosophe Hannah Arendt, qui appelle monde commun l'espace intermédiaire qui réunit les humains à partir et au-delà de toute leur singularité. La politisation des migrants est un autre aspect du monde créé par la migration et la nouvelle question des frontières, généralement minimisé dans les commentaires qui mettent plutôt en avant les figures plus attendues de la victime ou du délinquant, de la peur ou de la compassion. Ça n'a rien ? Pourtant, à Calais, comme à Vintimille,
à Lesbos ou Idoménie, les migrants bloqués aux frontières et souvent confinés dans des camps tiennent de véritables discours politiques. Ils se politisent contre ce qui apparaît pour eux comme une injustice, une violence, et peut s'énoncer précisément comme un conflit dont les droits de l'homme forment le langage, avec des mots comme liberté, respect, humanité, des mots qui font partie du langage commun universel de la politique. Ne pouvant passer légalement la frontière vers la Grande-Bretagne, ne pouvant empêcher la destruction de leurs abris, écoles, restaurants, boutiques, faisant face chaque jour aux policiers menaçants ou violents, les migrants de Calais ont manifesté. Ils ont brandi des pancartes, scandé des slogans, ils ont fait de la politique. Ils ont fait des grèves de la faim. Ils se sont cousus les lèvres. Ils ont diffusé des lettres ouvertes dénonçant l'inhumanité des politiques françaises et britanniques, demandant l'ouverture des frontières, le respect des droits de l'homme. À la recherche d'un interlocuteur à leur niveau, ils ont demandé à rencontrer un représentant des Nations Unies. On leur a envoyé le représentant du HCR en France, le pauvre qui n'a pas su quoi leur dire et qui les a renvoyés sur le ministre de l'Intérieur français. Je retiens une image. Merci. Une image qu'on a retrouvée dans des films documentaires, sur de nombreuses photos. Sur Internet, vous tapez « Dream Calais » et vous la verrez. L'inscription « We have a dream » peinte en blanc sur le large flanc caillouteux de l'autoroute qui va vers le port de Calais, tout en bordant le camp bidonville. Anonyme, ce peut être un cri du cœur, l'expression d'un rêve d'Angleterre, de quelque chose comme le fameux Eldorado. On peut aussi le lire différemment, y voir une performance artistique sans auteur et un geste politique porté par le sujet de parole qui a émergé de cette situation. Les mots sont énormes et sont faits pour être non seulement vus de loin, mais être aussi filmés et photographiés, ce qu'ils ont été, et donc transmis bien au-delà du lieu et pour un public bien plus large que ses occupants et visiteurs. Les lettres ont la taille et la netteté nécessaires pour être lues et comprises sur n'importe quel écran, smartphone compris. Dans une vue en double dimension de hauteur et profondeur, les mots sont placés au milieu de 3 plans horizontaux, en bas et plus proche, le camp et sa précarité, presque son enfermement dans ce qui semble être un trou au regard de la hauteur du flanc qui le borde. En haut, la route qui mène vers la frontière, mais dont l'accès est bloqué par un grillage de 3 mètres de haut, surélevé, si vous regardez bien, de barbelés et de rasoirs. C'est au centre du dispositif que se place le geste politique consistant à rappeler, entre et contre la barrière et l'enfermement, un autre combat, rendu célèbre par ces mots mêmes de Martin Luther King en 1963, contre le racisme et l'inégalité des droits civiques auxquels étaient confrontés les Noirs américains. Il est rappelé ici comme référence universelle du combat contre l'inégalité. I have a dream, j'ai fait un rêve, que tous les hommes naissent égaux, dit la phrase initiale. Maintenant, l'inégalité est globalisée. Elle concerne la mobilité, la mondialisation humaine, la liberté de circuler, et Calais est le lieu frontière où se manifeste cette inégalité. Et comme le sujet de la phrase « oui » s'est un peu effacé, on peut penser qu'il est autant un rêve à partager qu'une protestation « have a dream ». Faites un rêve, à Calais, entre le camp et le mur, que tous les hommes naissent égaux. Il faut démocratiser la frontière si l'on veut étendre la portée et le sens politique véritable de la démocratie elle-même, écrit le philosophe Étienne Balibar depuis plus de 20 ans. L'observation des situations de frontières ne peut qu'inciter à prendre au mot littéralement cette proposition. Nous franchirions un pas important en reconnaissant l'existence à Calais, Vintimille, Lesbos, Lampedusa et aux frontières en général d'une scène politique qui demande de la solidarité et de la négociation et pas seulement une scène humanitaire ou sécuritaire qui induit la compassion, l'indignation, la peur, le rejet. Il nous faut nous décentrer. La cause des migrants, c'est celle qui est portée par les migrants eux-mêmes sur la frontière, devenue leur lieu de vie
et leur lieu de politique. Une constituante migrante devrait se poser la question préalable de savoir où elle s'ancre. Si elle est migrante, alors elle devra se situer à la frontière, dans les hors-lieux, dans tous les lieux de la mobilité, de la limite. Peut-être devrait-elle décréter d'abord le droit mondial à la mobilité généralisée égalitaire. Voilà. Ça termine sur une proposition, oui, d'un décret. Donc c'est donc bien une constitution qui se dissout à partir du moment où elle est appliquée, si je comprends bien, puisqu'il faut qu'elle soit située sur le lieu de la frontière et en même temps il faut qu'il n'y ait plus de frontières. Donc à partir du moment où elle est appliquée, elle s'autodissout. Enfin, je déduis. Personnellement, je ne pense pas qu'il ne faut plus de frontières. C'est un sujet complexe. L'humanité est faite de frontières depuis ses origines, depuis ses premières migrations, depuis la distinction entre la culture et la nature, les espaces qu'on a colonisés, que les humains ont colonisés. Faire un village, c'est faire de la culture. Faire de l'agriculture, c'est de faire de la culture. Et c'est donc effectivement tracer des limites entre ce qu'on considère devoir être humain et ce qu'on tient ou laisse ou entretient à un état sauvage. Après, les villages se forment en traçant une limite entre ce qui est l'extérieur du village. Les familles, les clans, les lignages se forment en disant en décrétant qu'il y a un dehors pour pouvoir épouser dans l'exogamie. Il faut qu'il y ait de l'exogamie et donc il faut qu'il y ait une limite entre un dedans et un dehors. Donc je ne pense pas du tout, et même qu'on puisse décider de s'il faut ou s'il ne faut pas les frontières. De toute l'histoire de l'humanité est une histoire de frontières. Deux points qui me semblent importants, c'est d'une part que ces frontières, elles sont en permanence en train de changer, et donc il n'y a pas moyen, il n'y a pas comment les stabiliser. Et là, l'œil centré sur les frontières des États-nations nous empêche de voir que, par ailleurs, toutes les frontières sociales, ethniques, culturelles, religieuses, linguistiques n'arrêtent pas de changer. Et d'autre part, qu'elles changent à l'entre-deux, elles changent à l'espace d'entre-deux. C'est-à-dire que la frontière est un entre-deux, et ce que nous montrent les camps, et là je fais un grand raccourci, c'est que les camps sont des hypertrophies de la frontière. Quand il y a un blocage, justement, il y a quelque chose qui se gonfle, il y a des effets de goulot d'étranglement, et donc quelque chose comme un camp où 10 000 personnes sont bloquées à la frontière, et ça forme un lieu de vie. Et donc toute la discussion sur Calais, le bidonville de Calais, sa transformation en une sorte de ville, vient de cette réflexion sur la frontière. Alors évidemment, après, il faut se décentrer, et quand on s'est décentré, la frontière devient le centre, et c'est le reste qui devient la frontière. Et donc, voilà, je ne défends pas le relativisme, je défends la relativité de toute chose, et les frontières changent en permanence. Les cartographes nous trompent, les géographes, en grande partie, ceux qui s'appuient sur les cartographes, ils font de la géopolitique à partir des cartes où on a dessiné des frontières figées, ils nous trompent aussi. La frontière est quelque chose qui est en changement permanent, mais qui est toujours là. Oui, Laurent de Sutter, j'ai un peu le même rôle que Yves Citon, c'est-à-dire que je ne formule pas je n'ai pas formulé de propositions, de discours plus ou moins tenus, mais juste des bribes effilochées de réactions par rapport aux uns et aux autres. Donc, ne vous étonnez pas si mon discours ne tient absolument pas debout. Voilà, donc je voulais réagir sur deux choses. D'abord, effectivement, sur la question de la frontière, qui est une question qui revient de manière assez régulière, avec cette bipolarité assez massive entre faut-il passer outre les frontières, ou au contraire, les frontières font-ils partie d'une forme de substance, des modèles de circulation humaine dans le monde. Je me demande s'il ne faudrait pas solder ce différend, qui à mon avis n'en est pas un, en rappelant d'abord aux frontières, fronts, c'est l'opposition, c'est-à-dire c'est la guerre, et qu'il y a quelque chose qui est peut-être à distinguer. Simplement, c'est davantage que la frontière, c'est les modalités de la séparation qui importeront de telle sorte qu'en effet, on puisse discuter dans des cas qui sont des cas logistiquement installés comme ceux des barrières comme celles qu'on voit ici, qu'en effet, ces frontières-là, en tant que frontières guerrières, nous n'en voulons plus.
là où il y aurait d'autres formes de séparation qui seraient des formes de séparation qui, bon, ne passeraient pas par la violence. Donc ça, c'est un point. Le second point, qui a été très bien mis qui a été rappelé à nouveau par Françoise Vergès tout à l'heure, c'est cette question du commun, qui est une question qui est aussi revenue et qui, à mon avis, n'a pas encore été thématisée, qui est une question très compliquée, puisque dès qu'on arrive avec le commun, on rentre dans un écheveau de langage pratiquement infini. Le commun, c'est le comme-un, mais aussi c'est le communus, c'est la monnaie d'échange d'une certaine manière qui forme des communautés. Et c'est les restes infinis du communisme. Enfin, exactement, et on en arrive au communisme. Et donc la question que j'avais envie de poser, pour laquelle je n'ai évidemment pas de réponse, c'est de savoir si la constitution migrante est une constitution communiste, au sens où elle s'inscrit dans un horizon particulier, un horizon orienté du commun, et si oui, bien, évidemment, quel commun? Et du coup, j'ai une autre petite proposition que j'en ai formulée hier, qui synthétise 2-3 petites choses, je crois qu'on a dites sous la forme d'un énoncé, qui serait de dire ceci: la Constitution est sans lieu, sans territoire, sans peuple, sans humanité et sans souveraineté, elle est parfaitement neutre. Voilà, c'est une proposition possible. Voilà. Je pense à une discussion. Il se trouve que hier, avant de venir ici, j'étais avec Mireille Delmas-Marty, et on a abordé pratiquement cette question-là. Et elle évoque, évidemment, quand on parle du commun et de la planète, c'est la question du droit commun. Et donc, elle défendait l'idée d'un droit commun, d'un droit mondial, qu'elle appelle un droit mondial diversifié, puisque quand même on n'est pas tous pareils, et donc on a des demandes qui sont différentes, on a des goûts, des manières différents, et donc penser à un commun, c'est aussi penser à un certain nombre de règles, donc du droit, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et le penser aussi de manière différenciée. Je vous dis ce que dit Mireille Delmas-Marty. Ça me semble une bonne idée en théorie, ça me semble un peu compliqué à défendre en termes politiques. Il y a une autre idée qui est intéressante, c'est de dire qu'il faut s'appuyer sur tous ceux qui sont déjà cosmopolites, tous ceux qui sont déjà dans la circulation, dans la mobilité, tous ceux qui sont déjà un petit peu en déprise de l'État-nation. Parce que tout le monde n'est pas au même niveau de rapport avec l'État-nation. Et c'est en prenant cet ensemble de personnes, de mouvements, d'organisations qu'on pourra éventuellement faire monter, et même dans l'idée d'une constituante migrante, puisque constituante des migrants, ou constituante elle-même migrante. Et donc si on veut qu'elle soit elle-même migrante, donc c'est pour ça que je disais il faut d'abord la situer dans la frontière, dans la mobilité. Or, situer n'importe quelle pensée politique aujourd'hui et juridique, puisque constituante, on pense aussi à du droit, si on veut situer n'importe quelle pensée politique ou juridique aujourd'hui qui est l'échelle mondiale, à mon sens, il faut la situer précisément là où le monde se fait, c'est-à-dire dans la frontière, dans la frontière comme lieu de rencontre, comme lieu de circulation, et donc inclure, c'est pour ça que c'est ma proposition d'article, inclure que le lieu de cette constituante, c'est la mobilité et c'est la frontière. Mais sur la frontière, vous aviez raison de dire, bon, ça a été militarisé toujours, mais en fait aujourd'hui, c'est pas simplement les États-nations, c'est extrêmement investi par le privé. Il y a une privatisation au sens on délègue à des sociétés privées la gestion des frontières, la construction des murs sur lesquels Wendy Brown a longuement écrit, mais d'autres aussi. Et il y a quelque chose qui se passe à propos de la frontière qui n'est plus simplement les postes militaires et toute la littérature qu'il y a pu avoir autour, mais vraiment un investissement par des multinationales qui maintenant se spécialisent dans la construction de la frontière, dans la gestion de la frontière et même dans la gestion des camps, qui se proposent de se substituer à l'État pour gérer. Donc il y a aussi donc, un troisième partenaire ou un troisième acteur ou quatrième, je ne sais plus combien, dans cette cartographie qu'on est en train de faire, et où on oppose les États-nations, enfin on parle d'États-nations et des frontières, mais en fait il y a un autre, ou l'armée dans l'État-nation, mais il y a un autre acteur aujourd'hui qui est le privé,
qui est extrêmement important dans cette gestion de ces espaces, que ce soit la frontière ou que ce soit les camps. Les camps sont de plus en plus gérés, pas seulement par les ONG, ça c'est vraiment les aidants comme vous dites, mais la question de la surveillance, ou même par exemple les containers qui ont été mis près de Calais dans lesquels les gens devaient aller, puis alors il fallait avoir scanné oui, enfin bref, bon. Toutes les industries de la surveillance, les industries privées, sont en train d'investir aussi cet espace. Donc une constitution migrante, c'est pas la question des frontières simplement qui, au sens des frontières d'État-nation auxquelles on pense, les migrants se heurtant, mais à ces nouveaux acteurs qui proposent en fait de gérer et transforment cet espace à cause de leur gestion et de leur intervention. Donc ma proposition, ça serait aussi sur la question de la privatisation des agents privés qui ne sont pas simplement donc des États-nations et qui ont autant de pouvoir que les États-nations aujourd'hui. Merci. Je propose d'introduire Étienne Tassin et Léa Drouet, qu'on voulait faire intervenir tout de suite après, parce que je crois que leur propos va enrichir ce que vient de dire Michel Agier. Et en plus, Étienne Tassin voulait réagir à Michel Agier tout de suite. Merci. Oui, non, je voulais ajouter la chose suivante, c'est que lorsque moi j'ai lu les travaux de Michel Agier, j'ai appris au moins deux choses. La première qu'il vient de nous rappeler, c'est que la frontière n'est pas une ligne de séparation, mais c'est un espace de sociabilité. Mais la deuxième chose que j'ai apprise, c'est tout ce qui différencie la frontière d'un mur et tout ce qui arrive au monde contemporain, c'est-à-dire la transformation des frontières en murs. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui mérite d'être exploré et explicité dans cette constituante migrante, c'est qu'au fond, une frontière, c'est d'abord et avant tout un lieu de passage. Et un mur, c'est d'abord et avant tout ce qui interdit tout passage. Et donc, je crois qu'il faudrait essayer de pointer quelque chose de terrifiant qui est en train de se jouer, dont Trump joue le dernier mouvement en ce moment, qui consiste à substituer aux frontières, qui sont des lieux où on négocie des transactions, des passages, des circulations. Tout ça fait l'objet de discussions, de confrontations, de combats politiques. Donc la transformation de cette frontière en des murs où là, il n'y a plus rien à discuter. Je veux dire, bon, il n'y a plus rien à faire parce qu'il n'y a plus de passage, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de transaction, il n'y a plus de possibilité justement que se construisent ces formes de sociabilité que tu évoquais. Et peut-être que la constituante devrait signifier quelque chose, je ne sais pas comment, sur la différence entre la frontière et le mur et sur la dramatique transformation des frontières en murs qui a l'air d'être la logique dans laquelle nous nous sommes installés dans le monde aujourd'hui.